Bonjour et bienvenue à tous à ce Facebook Live en direct de la Louvain House à Louvain-la-Neuve. Alors je dis bienvenue à tous, mais en particulier aux jeunes diplômés parce que c'est vous qui êtes au centre de l'attention aujourd'hui, parce qu'on va parler de votre insertion professionnelle dans ce contexte un peu inédit qui est cette crise sanitaire. Alors pour cela, on va rencontrer des experts, des intervenants qui vont vous donner des trucs et astuces très concrets pour vous lancer dans ce monde, dans le monde du travail, dans ce contexte un peu particulier. Alors, comme vous le savez, on est en direct. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, on y répondra. Donc, je me tourne vers Thierry Zins, qui est ici avec nous, notre premier intervenant. Alors, vous pilotez la réflexion de l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste. Et donc, c'est un ensemble d'initiatives que nous prenons dès avant le moment où les jeunes vont rejoindre l'université, parce que nous les invitons dans des soirées réto, nous les invitons à des orientations, nous les invitons dans des salons d'étudiants. C'est une activité que nous poursuivons pendant leur formation, notamment et particulièrement lors de la transition bac-master, puisque vous savez qu'en master se définissent des spécialisations. À la fin des masters, nous les accompagnons vers la profession par des forums emploi, par des jobs day, par un accompagnement. Et en fait, nous poursuivons même au-delà de leur insertion professionnelle par des enquêtes qui nous permettent de piloter notre système. J'imagine que ici, dans ce contexte un peu particulier, vous êtes d'autant plus actifs pour les aider justement à trouver un emploi. Nous sommes effectivement particulièrement actifs puisque bien souvent, dans les médias, on entend que l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel va être difficile en raison de la crise du Covid. Alors oui, sans doute, elle ne sera pas nécessairement la plus aisée, mais les besoins restent et les métiers en pénurie le sont toujours. Et de plus, il y a une revalorisation d'un certain nombre de métiers qui est envisagée aujourd'hui, les métiers au contact des personnes. Et donc, nous mettons un maximum d'attention sur ces questions. Ok, super. On va vous retrouver tout à l'heure, mais on va là tout de suite rentrer dans le vif du sujet, en commençant déjà par des questions que vous vous posez. Et pour ça, on va rejoindre Nicolas Dardenne, donc, qui travaille au CIO, au Centre d'information et d'orientation, et Élise Sénève, qui est étudiante reporter Eureka. Sont les mêmes qui reviennent. Par exemple, quand on ne reçoit pas de réponse à ces candidatures, on vous demande beaucoup comment on peut faire pour les optimiser. Oui, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez régulier. Alors comment on peut les optimiser? En fait, c'est un processus de communication qui doit être assez précis et on remarque que beaucoup de candidats restent assez généraux dans leur candidature, donc c'est d'adapter à la cible évidemment, donc c'est de s'informer le plus possible sur la cible, c'est donc de définir aussi au préalable quelle cible j'ai envie de contacter. Et donc derrière ça, on va retrouver des codes qui peuvent être culturels si je postule à l'international, des codes qui sont propres à des secteurs et des entreprises. Et je vais pouvoir du coup réaliser un CV, une lettre de motivation beaucoup plus adaptée, ce qui permettrait peut-être un retour plus intéressant que de faire de la quantité et donc de cibler plutôt la qualité. C'est ce que nous on remarque. Maintenant, si de manière très concrète, je me dis tiens, j'ai pas de retour par rapport à ces candidatures, qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux entrer en contact avec le recruteur, voir où en est l'état de ma demande et ça me permettra, pourquoi pas, de me présenter, de déjà montrer mon intérêt de manière plus précise pour l'entreprise, voire de me démarquer selon les situations. Donc c'est tout à fait permis et autorisé d'entrer en contact. C'est pour ça que dans une offre d'emploi, voilà, il y a des coordonnées. Je vais trouver les coordonnées de l'employeur également sur son site web. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. Et en parlant d'utilisation, il y en a aussi beaucoup qui se demandent comment utiliser LinkedIn, la plateforme qui permet de rentrer en contact également avec le secteur professionnel. Oui, c'est vrai que pendant les études, ce n'est pas toujours un outil qu'on utilise. C'est un réseau social qui est plus vite utilisé dans le monde du travail, mais qui se veut tout à fait stratégique dans sa candidature. Donc c'est un outil qui reste général en termes d'informations qu'on va y mettre, même si on ne fait pas juste un historique, on va décrire ses activités également sur cet outil. Il se veut très international, donc c'est la possibilité de toucher le monde aussi et de cibler. Mais la clé, elle est surtout au-delà de son CV, parce qu'on peut dire, voilà, j'ai décrit mon CV et ma candidature, c'est de le faire vivre. Et donc, de le faire vivre, c'est d'être aussi actif, c'est d'entrer en contact, de s'ouvrir à des réseaux, à des groupes,
rechercher des offres d'emploi, tout ça est possible sur LinkedIn, même de manière de base, c'est-à-dire sans utiliser les services payants. On peut être tout à fait assez actif par rapport à ça. Voilà. Super, merci. On se retrouve tout à l'heure pour en rediscuter. Alors, il y a Alain Vasse en charge du réseau des diplômés qui nous a rejoints. Alors, bonjour. Donc, on va regarder ensemble une petite vidéo de Yvan Verhofstadt qui a été élu manager 2019 de l'année. Alors, c'est vrai que trouver un premier emploi pour des jeunes diplômés, c'est quelque chose d'assez stressant. Alors en plus dans cette situation de crise, ça l'est d'autant plus. Mais on va voir que Yvan Verhofstadt, il a un message plutôt positif pour les jeunes diplômés. Donc, bonjour, mon nom est Yvan Verhofstadt. J'ai étudié le droit à l'UCL, donc je suis content de vous rencontrer aujourd'hui. Et je suis aujourd'hui le patron de MediMarket. MediMarket qui est une septantaine de parapharmacies et de pharmacies qui a démarré il y a 5 ans. Je pense qu'il n'y a pas de raison fondamentale d'être craintif. C'est vrai que c'est une période un peu compliquée, mais on a toujours autant de besoin de gens passionnés, de gens qui ont envie d'y aller, qui ont la passion. Moi, j'ai toujours que les gens peureux sont des infirmes, et donc autant y aller avec confiance. Malgré tout, il ne faut pas avoir peur. On a besoin de gens jeunes, compétents et bien formés. C'est vrai que d'un point de vue très concret, on a dû faire des embauches via Teams. Moi, je ne suis pas un grand fervent de l'embauche via Teams. Je pense que l'être humain vaut plus que 2 dimensions. Si on a été créé en 3 dimensions, ce n'est pas juste pour voir les gens en 2 dimensions. Donc quand c'est possible, je pense que la clé est de faire passer justement ce qu'on est. C'est encore mieux, c'est encore plus facile en chair et en os. La question fondamentale reste toujours la même. C'est que je pense que pour être heureux dans la vie, c'est une question de passion. Et puis on peut choisir ces passions. Est-ce que le boulot fait partie des passions ou pas? C'est le premier choix et la première décision à prendre. Si le boulot est juste un pourvoyeur d'un minimum de salaire, il faut essayer de l'optimiser. Après, si le boulot est un pourvoyeur de bonheur et fait partie des passions qu'on veut avoir dans la vie, je pense qu'il faut s'y engager de manière très très forte. Moi, si j'ai un message à passer aux jeunes, c'est leur dire, écoutez, prenez votre place dans l'entreprise, ayez faim quand vous arrivez dans l'entreprise, demandez, exigez, osez aller jusqu'au bout de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez apporter. C'est comme ça que le temps passera beaucoup plus vite. Si vous êtes sur un terrain de hockey juste à regarder la balle et vous demander si vous allez la recevoir, vous n'allez pas beaucoup vous amuser. C'est pas grave, ça peut être un choix. Mais si vous voulez vous amuser, allez-y à fond. Et je pense que ça, c'est fondamentalement ce qu'on veut ressentir chez les jeunes qui postulent aujourd'hui. Je pense que le diplôme n'est qu'une toute petite partie, même si on est très bien formé dans des grandes universités belges, fondamentalement on ne connaît rien. Et le plus important, c'est qu'est-ce qu'on est nous comme êtres humains. La question n'est pas de savoir si on va rencontrer des problèmes, mais juste quand. Et donc il faut être prêt à cette aventure, il faut même essayer de prendre du plaisir dans cette aventure. Et pour ça, il faut que chaque étudiant sache, comme ils savent quand ils ont eu des moments plus compliqués dans leurs études, que s'ils connaissent un échec, ça ne change rien à ce qu'ils sont eux au fond d'eux-mêmes. Et fondamentalement, voilà, chaque être humain a ses qualités, et puis s'il connaît des échecs ou des moments plus difficiles, ça ne change rien aux qualités et à ce qu'il est lui-même intrinsèquement, et ça lui permettra de passer au travers. Et c'est ça la plus grande qualité. Ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui vont mieux passer au travers des échecs ou des obstacles. Si vous avez envie d'un travail très structuré que vous pouvez faire à la maison, à domicile, ne choisissez pas le même boulot que si vous voulez rencontrer des gens, créer, avoir de l'intelligence collective, devoir vous réinventer, vous tromper, etc. C'est 2 objectifs totalement différents. Voyez d'abord ce que vous êtes et en fonction de ce que vous êtes, choisissez l'entreprise qui va pouvoir vous offrir ça pour que vous puissiez être le plus efficace possible. Mais on est heureux là où on est bon. Et donc choisissez une entreprise qui correspond à ce que vous êtes, où vous pourrez vous épanouir, parce que c'est là qu'on aura un cercle vertueux qui va se mettre en place. Voilà, donc on vient de voir la vidéo. Je suppose que vous êtes assez d'accord avec ce que Yvan Verhofstadt nous dit. Oui, tout à fait. Alors Yvan, qui est alumnus de notre université, il est très inspirant. Et je retiens quand même 2 mots importants, qui est le mot à la fois confiance et le mot passion. Alors c'est vrai qu'il met aussi en évidence que nous sommes dans un contexte inédit et de crise. Et vous savez, dans le mot crise, quand on regarde les idéogrammes chinois, crise, c'est 2 idéogrammes, à la fois danger, mais aussi opportunité. Et l'enjeu pour les jeunes diplômés, c'est de saisir les opportunités qui se cachent derrière ce contexte particulier. Et quel genre d'opportunités ils peuvent saisir? Eh bien, je pense fondamentalement qu'ils ont développé des compétences tout à fait intéressantes pour les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, que ce soit des start-up ou des grandes entreprises. Quelques exemples, la capacité d'adaptabilité, d'agilité, la capacité aussi de résilience,
Les jeunes de la génération 2020, ils ont dû passer en quelques jours dans l'université en ligne. Ils ont dû aussi s'adapter à leur nouvelle session. Aussi une capacité d'autogestion. Vous vous rendez compte que pendant quelques mois, ils ont dû s'autogérer, ils ont dû s'automotiver. Et ça a vraiment de la valeur pour l'entreprise. Il faut qu'ils puissent capitaliser là-dessus. Et puis aussi, l'utilisation de la collaboration à distance. Ils maîtrisent maintenant ces outils, Teams, Zoom. Eh bien, tout ça sont des compétences qu'ils peuvent mettre en avant à la fois dans leur lettre de motivation ou dans leur CV. Tout à fait. Et vous, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ces jeunes diplômés? Eh bien, comme Yvan l'a dit, je suis intimement convaincu qu'il y a peut-être des jeunes diplômés qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. Eh bien, moi, je leur dis, eh bien, consacrez toute votre énergie et essayez de décrocher le job dans le domaine qu'ils rêvent et qu'ils mettent 4, 5, 6 mois, mais ils doivent se dire que dans ce contexte, ils vont devoir mettre 2 fois plus d'efforts, donc peut-être envoyer 2 fois plus de CV, mais donc il faut qu'ils aient de la persévérance. Je pense aussi qu'ils doivent savoir à un moment donné, s'ils n'ont pas exactement ce qu'ils rêvaient, eh bien de peut-être réfléchir à la capacité de se réorienter. Je discutais par exemple avec un étudiant de la Louvain School of Management qui me disait je souhaite faire absolument du marketing, mais peut-être qu'à un moment donné, eh bien, il aura plutôt des pistes dans la vente, mais ça l'enrichira pour après continuer son parcours. Et puis certains peut-être ne sont pas vraiment fixés sur ce qu'ils veulent. Eh bien, c'est peut-être le moment de faire le point sur leur parcours, le moment aussi d'essayer d'aller chercher des stages pour comprendre ce que c'est que la vie de l'entreprise en réel, ou encore, pourquoi pas, se former en complément. Vous savez, il y a beaucoup de formations disponibles en ligne aujourd'hui, donc qu'ils n'hésitent pas. C'est peut-être aussi une piste pour eux. Super, merci beaucoup. Alors, on vous l'a dit, on répond à vos questions en direct, donc pour ça, on va tout de suite retrouver Nicolas et Élise avec la suite de vos questions. Alors, est-ce qu'au sein de l'UC Louvain, il y a des outils qui sont mis à disposition des jeunes diplômés pour mieux appréhender le marché de l'emploi ? Oui, notamment des outils web. Donc là, par rapport à ta question, certains d'entre vous connaissent sûrement, mais sinon, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Eureka, en fait, qui est une association, si on veut, interfacultaire et interservice, qui permet de trouver déjà de l'information, comment être stratégique, des conseils en ligne sur le marché du travail, des contacts avec des conseillers, soit du CIO, donc du Centre d'information d'orientation, ou facultaire. Et alors un Career Center qui vous fait déjà une traduction des offres d'emploi, donc qui sont proposées aux universitaires, qui se veut belge et international, avec tout type de contrats. Donc on va trouver aussi bien des contrats longue durée que des contrats freelance, de recherche, etc. Donc voilà, c'est une porte d'entrée qui peut être intéressante, avec des vidéos de métier, parce qu'on disait, voilà, certains n'ont peut-être pas l'idée, justement, d'un métier lié à leur formation. Mais c'est des présentations aussi de découverte de métiers, de connaître les codes, de s'informer, d'être ouvert à des opportunités. Alors, une autre possibilité, ce serait de rencontrer le conseiller, soit de facultaire ou du centre d'information et d'orientation. Et ça, c'est une sorte de médiateur qui va permettre de faciliter la transition, ou du moins mettre la personne en confiance, notamment, c'est un peu la sécurité. C'est de se dire, je vais me mettre en simulation avec ce conseiller, préparer mes simulations d'entretien d'embauche avec sécurité, avec un filet, si on veut, pour après intégrer le marché du travail au fur et à mesure. Donc voilà, des étapes ou des outils très concrets, je dirais. Et du coup, ces entretiens avec le personnel du CIO, ils apportent quoi concrètement dans la recherche d'emploi ? Ça peut être de l'orientation, redéfinir des projets professionnels, voilà. Je change d'avis par rapport à mes études, je voudrais vraiment me réorienter sur base des nouvelles informations que j'ai sur le marché du travail. Le Covid peut revoir ces données-là. Ou des simulations, comme je le disais, relecture de CV, lettre de motivation, vraiment du très concret comme cela. De discuter aussi de la de connecter un peu ce projet avec les autres sphères de vie. C'est-à-dire si je voulais faire encore du complément de formation, revenir aux études, par la suite l'international, la mobilité. Donc on a toute une part de conseils en ligne et en physique dans notre centre de documentation par rapport à ces éléments-là. Ok, merci Nicolas et Élise pour ces réponses. Alors,
trouver un travail, ça passe aussi par un entretien d'embauche. Alors, on a été à la rencontre de Véronique Joubert, qui est consultante dans le recrutement et qui est là pour vous donner ses conseils. Alors, vous allez voir, c'est pas toujours évident, même si on voit pas toujours la personne, elle donne de bons conseils. Je suis un interim manager et un coach d'entreprise. Pendant ces mois Covid, on a recruté en visuel. On a recruté par visioconférence, par téléphone. Pour la première fois de ma carrière, j'ai recruté des dizaines de personnes que je n'ai jamais rencontrées de visu et dont je n'ai pas serré la main. J'ai effectivement recruté des jeunes diplômés de 2019 qui étaient partis pendant quelques mois à l'étranger, qui sont revenus juste au moment du Covid et qui étaient bien contents de trouver des offres d'emploi et qui ont démarré de chez eux. On est évidemment, en tant que manager, quand on a de jeunes recrues comme ça, on met en place évidemment des touch points très réguliers. Il y a beaucoup d'explications qui sont faites sur comment utiliser par exemple l'outil de collaboration qui est présent dans l'entreprise. On les a accueillis virtuellement. On a dû s'adapter à ça d'ailleurs. Le programme d'onboarding qu'on faisait habituellement d'une journée en physique, en présentiel, etc., s'est transformé en virtuel en 2 heures, réparti sur plusieurs jours, etc. La plupart des sociétés qui ont maintenant implémenté le travail et voient aussi les bénéfices de ce télétravail ne vont pas revenir complètement en arrière. Donc je pense que dans le monde d'après, il va y avoir de nouvelles formes effectivement d'organisation du travail. Je fais comme si j'étais en face à face avec cette personne et je me découvre et j'explique qui je suis, j'explique ce que je veux, etc. Donc là, il y a peut-être un petit travail à faire, je dirais, de préparation. Il faut bien évidemment se renseigner sur l'entreprise pour laquelle on postule, savoir un petit peu 2-3 trucs, les grands chiffres, qu'est-ce que dit la presse ces derniers temps de cette entreprise, quelle est son évolution. Il faut savoir qu'un recruteur, quand il vous appelle rien que par téléphone, si vous êtes affalé dans votre sofa et en pyjama, il va le sentir. Donc, quel que soit le médium, le moyen, etc., quand on parle d'une interview, ben, on s'habille, on s'assoit droit et on fait comme si on était professionnellement devant la personne et ça passe tout seul. Les jeunes générations sont beaucoup plus axées sur le degré de flexibilité qu'on va pouvoir leur offrir. Par exemple, en termes de temps de travail, de localisation de travail. Mais je crois que ça fait partie d'un point, peut-être, de négociation, au même titre que le positionnement salarial, au même titre que la mobilité qui est demandée pour son emploi, etc. Je leur donnerais le conseil d'être ouverts, je crois. D'être ouverts aux opportunités qu'ils vont rencontrer et qui seront peut-être différentes de celles auxquelles ils avaient pensé pendant toutes ces années d'études. Donc je dirais d'être certainement agile, d'être certainement à l'affût des opportunités et de ne pas rester sur des idées fixes, pour ne pas être déçu. Voilà, donc Philippe Fonck et Sophie Gravy nous ont rejoints. Alors Philippe Fonck, vous travaillez aussi au Centre d'information et d'orientation. Et vous, Sophie Gravy, vous travaillez dans la boîte de consultance Plus One, qui est ici à Louvain-la-Neuve. Alors je vais d'abord me tourner vers vous, Philippe Fonck. Dans la vidéo, Véronique Joubert parle du fait que les jeunes vont demander de la flexibilité dans les nouveaux jobs qu'ils attendent. Mais bon, on s'imagine qu'eux aussi vont devoir faire preuve de flexibilité. Alors, bien sûr que les jeunes vont devoir faire preuve de flexibilité. Ils en ont déjà fait preuve, d'ailleurs. Ça a été dit par le professeur Alain Vaz dans leur capacité à s'adapter face à la situation du Covid. Mais on parle généralement de la génération X ou de la génération Z ou de la génération Y. Je crois qu'on va parler de la génération C. C'est ceux qui ont fait montrer par la réalité, je dirais qu'ils étaient capables de s'adapter. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, ils ont fait preuve d'autres capacités aussi en termes de compétences. C'est certainement la capacité à gérer l'incertitude. Et être flexible, c'est aussi être capable de gérer l'incertitude. Gérer l'incertitude dans sa recherche d'emploi. Ils ont été confrontés dans les examens à savoir de quelle manière ils seraient interrogés. Eh bien ici, ils vont devoir gérer cette incertitude dans leur recherche d'emploi.
sûrement aussi que par rapport aux grands débouchés classiques auxquels ils pouvaient s'attendre, eh bien, le marché de l'emploi va peut-être être largement différencié et qu'au lieu d'avoir un estuaire, on risque d'avoir davantage quelque chose qui s'apparente à un delta. Et donc, comme l'eau d'un fleuve, quelque part, eh bien, quand à un moment donné, il y a quelque chose qui bloque, eh bien, il va falloir faire rebondir et il va falloir avoir la possibilité de trouver des alternatives et c'est quelque chose qu'ils vont devoir faire durant leur recherche d'emploi. Mais pas seulement. Quand ils vont rencontrer l'employeur, quand ils vont être dans leur démarche de recherche d'emploi, eh bien, il est clair aussi qu'il va falloir gérer cette recherche d'emploi peut-être dans une durée un tout petit peu plus longue. Et donc ça va demander aussi une certaine adaptabilité, se dire qu'on postule chez un employeur et puis qu'on attend la réponse de cet employeur, eh bien, probablement que la stratégie va être différente. Il faudra peut-être postuler auprès de plusieurs employeurs et de gérer aussi, quelque part, la manière avec laquelle le processus de recrutement s'enclenche chez ces différents employeurs. Et puis, peut-être qu'en termes de flexibilité, c'est toujours un élément. Quand l'employeur entend flexibilité, il entend la capacité pour le jeune à s'adapter aux besoins de son entreprise. Mais je pense aussi, dans l'autre sens, que les jeunes doivent être créatifs dans leur emploi. L'emploi qu'ils vont exercer demain, c'est eux qui vont en partie le créer. Et donc, à l'intérieur d'une mission qui leur sera donnée, eh bien, ils vont infléchir cette mission et donc ça va leur demander aussi une certaine forme de flexibilité. On est bien loin de toutes les questions qui seraient basées uniquement sur la flexibilité en termes d'horaire, par exemple. Ça a été bien dit par Véronique Joubert, ce sont des éléments qui peuvent être négociés ultérieurement quand ça matche bien avec l'employeur. Oui. Ok, très bien. Eh ben, je me retourne vers vous, Sophie Gravy, parce qu'on parle aussi d'une évolution dans les méthodes de recrutement. Oui, en fait, on a été confronté à une situation qui nous a obligés à travailler tout à fait différemment et qui a obligé les candidats à intervenir différemment dans les entretiens. D'un autre côté, c'est une chose qui s'est passée aussi lors des examens, donc je pense que pour les étudiants qui seraient amenés à passer des entretiens actuellement, ils ont déjà l'expérience de ce que c'est d'être face à une personne qui n'est pas présente directement. Ça peut être générateur de stress, donc même s'il y a eu l'expérience des examens, je pense que c'est toujours intéressant de refaire 1 ou 2 fois l'exercice, peut-être avec d'autres personnes qu'un employeur potentiel avant cet entretien, pour sentir effectivement des choses à améliorer, avoir un retour sur la manière dont on apparaît à l'écran, comment on se comporte. On n'est pas toujours conscient non plus de son body language, donc ça peut être intéressant de faire cet exercice-là avant de participer à un entretien en vidéoconférence. Voilà. Mais justement, vous avez un atelier au CIO pour ce genre de recrutement? Alors effectivement, on n'en a pas qu'un. On a d'ailleurs plusieurs ateliers qui sont organisés autour d'un terme général qu'on a appelé Job Impulse. Et donc Impulse, c'est vraiment avoir les différentes impulsions pour pouvoir bien se positionner dans l'ensemble du processus de recrutement. Et donc dans ces ateliers Job Impulse, on va travailler l'image que l'on a sur les réseaux sociaux, par exemple. On va travailler des aspects qui vont toucher justement l'entretien de recrutement et comment réussir un entretien de recrutement, comment jouer les bonnes cartes dans un entretien de recrutement. On va aborder aussi les aspects qui touchent aux techniques d'assessment parce qu'on l'a entendu, les techniques des employeurs vont évoluer et donc les techniques d'assessment peuvent se faire en virtuel, peuvent se faire en présentiel également et donc ce sont certainement des techniques auxquelles les employeurs vont davantage avoir recours dans leur processus. Et donc, c'est aussi un élément qui est important, c'est que pour nous, à travers ces ateliers, il ne s'agit pas simplement de les équiper, entre guillemets, techniquement, mais c'est surtout qu'ils se sentent plus à l'aise quelque part. C'est en quelque sorte une répétition dans un cadre sécurisé, avec des personnes bienveillantes autour d'eux. Et c'est la raison pour laquelle on fait appel régulièrement à des partenaires relativement proches de l'institution qui sont issus du milieu des ressources humaines, qui peuvent quelque part accompagner les jeunes et jouer en quelque sorte un rôle de médiateur entre la situation de l'université et puis la vie professionnelle. Tout à fait, donc quelque chose de très concret. Et bien justement, pour rester dans du concret, on va voir une dernière vidéo de Laetitia Dufresne qui va donner des conseils pour comment entrer en contact avec des employeurs et se préparer à cette rencontre.
Je m'appelle Laetitia Dufresne, je suis conseillère emploi-formation à l'Union Wallonne des entreprises et je suis diplômée de l'UC Louvain à la faculté de droit. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités, de dispositifs d'accompagnement qui permettent justement de faire ce contact, comme par exemple les Job Days qui permettent de rencontrer les employeurs, les entreprises, de faire éventuellement le matching. Je sais qu'à l'UCL et à l'ECIO, il y a de nombreuses plateformes pour les offres d'emploi. Personnellement, j'ai réussi à trouver mon poste à l'UE grâce à la plateforme de la faculté de droit. LinkedIn nous propose de nombreuses offres d'emploi, permet de faire les liens avec les entreprises, avec les employeurs. On a également tous les ateliers pour préparer à l'insertion, toutes les conférences. Ici, à l'Union Wallonne des entreprises, nous avons une cellule qui s'appelle Stage d'épaule. Et c'est une plateforme qui a pour but de faire le matching entre les étudiants et les entreprises pour la réalisation d'un stage. Mais il y a aussi divers ateliers comme comment préparer son CV, comment se présenter oralement et comment bien réussir un entretien d'embauche avec par exemple des jeux de rôle. Il faut savoir que la plus grande richesse d'une entreprise, c'est son capital humain. Les entreprises sont vraiment intéressées par des personnes qui sont motivées, qui veulent relever des défis, des challenges, qui vont participer à l'organisation de l'entreprise. Et donc c'est pour ça que les soft skills sont très importants, parce qu'ils veulent des gens motivés. D'ailleurs, on voit de plus en plus au sein des entreprises une hiérarchie en râteau, où tout le monde est valorisé et où tout le monde participe au fonctionnement de l'entreprise. De ne pas être frileux et d'ouvrir toutes les portes et d'aller vers toutes les opportunités, parce que c'est parfois là où on ne s'y attend pas, qu'on se découvre et qu'on s'épanouit. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Voilà, on a terminé sur une chouette citation. Sophie Gravy, qu'est-ce que vous donneriez, vous, comme conseil à des jeunes diplômés pour se démarquer dans une recherche d'emploi ? Oui, c'est vraiment un terme intéressant, démarquer. Je pense que c'est ça qui est vraiment crucial aujourd'hui. Par rapport au marché de l'emploi, premièrement, dans le choix des entreprises que vous contactez, ne pensez pas que les employeurs sont uniquement des grandes entreprises. Il y a des petites entreprises, il y a des PME, il y a des startups qui recrutent et qui continuent à recruter. Intéressez-vous pour les trouver à ce que dit la presse économique, entre autres. Donc les pages de la presse économique regorgent d'articles à ce sujet. Donc c'est certainement très très intéressant de compléter votre recherche d'emploi par ce genre d'informations. Parler avec des gens qui sont déjà en poste aujourd'hui dans diverses entreprises et demandez-leur quelles sont leurs expériences, comment ils sont arrivés dans ces entreprises, par quels canaux. Donc soyez créatifs en fait pour vous démarquer. N'utilisez pas les mêmes réseaux ou les mêmes job boards en fait que ceux qui sont utilisés par la plupart des personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc essayez de trouver en fait des pistes ou des canaux alternatifs qui vous permettront d'être en contact différemment en fait avec des employeurs potentiels. Tout à fait. Et Philippe Fong, justement, pour revenir une dernière fois sur le CIO, il y a des infos un peu concrètes à savoir pour cet été ? Alors, à la fois des informations concrètes pour l'été. D'abord, durant tout l'été, il y a une équipe de conseillers qui sont prêts à pouvoir accueillir les jeunes qui sont en demande d'emploi. De cette rencontre avec un conseiller vont ressortir différents aspects. D'abord, de la confiance en soi. Quand on a fait un bilan de compétences, eh bien, on est davantage confiant et davantage assuré par rapport à la manière de se lancer sur son marché de l'emploi. Le deuxième aspect, c'est aussi peut-être une motivation, mais davantage étayée, dans laquelle on est capable de décrire, de préciser ses projets, et je vais y revenir. Et on a aussi, fin de l'été, alors là, début septembre, un ensemble d'ateliers de recherche d'emploi qui sont davantage centrés, cette fois-ci, sur une thématique qu'on appelle « Inside Out ». Inside, eh bien, c'est la réflexion sur soi, c'est la réflexion sur son bilan de compétences. Et le out, eh bien, c'est être davantage capable de définir ses projets d'avenir et ses projets professionnels. Et ça m'amène au fait que un message peut-être à dire aux employeurs aussi, parce qu'on donne beaucoup de messages aux jeunes, mais il y a des messages à faire passer aux employeurs, eh bien, c'est que les jeunes ont énormément d'attentes vis-à-vis d'eux.
Aujourd'hui, ce qu'un jeune recherche dans une activité professionnelle qu'il percevrait comme une activité professionnelle réussie, c'est une activité professionnelle dans laquelle il va pouvoir continuer à apprendre. C'est une activité professionnelle dans laquelle il va être davantage en relation avec des relations harmonieuses avec des collègues de travail. C'est une activité professionnelle aussi dans laquelle il ne se sent pas simplement opérationnalisé, mais dans laquelle il se sent dans une activité porteuse de sens. Et porteuse de sens dans une société en devenir et dans une société dans laquelle il y a beaucoup de défis, vous le savez bien. Et donc, par rapport à ces différents axes-là, eh bien, je pense que le message est double. C'est vis-à-vis des employeurs d'entendre ces attentes des jeunes, et puis du côté des jeunes, eh bien, d'être davantage capables à exprimer clairement ces attentes qui sont les leurs. Je note dans un article que je lisais dernièrement, c'est que les jeunes aujourd'hui souhaitent davantage être engagés sur leur motivation que uniquement sur leur CV. Les engager sur leur CV, ça voudrait dire les engager exclusivement sur les compétences, ce qui leur fait peur d'être instrumentalisés. Les engager pour un employeur sur base de la motivation, eh bien, c'est très certainement, je dirais, un gage de potentiel et de potentialité de développement, et donc un pari sur le jeune et un pari sur l'avenir. Ok, eh ben, le message est passé au niveau des employeurs et des jeunes diplômés. Alors on va passer, merci à vous deux, et on va passer à la dernière séance questions-réponses et on rejoint Nicolas et Élise. Alors, on a une première question de Colline qui se demande quelles étapes on doit mettre en place quand on arrive sur le marché de l'emploi à la fin de ses études, par exemple par rapport au forum, etc. Ok, c'est une vaste question, Colline, donc je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais c'est vrai qu'il y a des démarches assez importantes parce qu'il y a un changement de statut. Donc, du monde étudiant, on passe au monde de l'insertion socio-professionnelle. Donc souvent, on passe par l'inscription auprès du Forum, d'Actiris ou du VDAB, en fonction de la région dans laquelle on est domicilié. Il va y avoir des démarches par rapport à la mutuelle, par rapport à d'autres formalités administratives. Mais là, j'inviterai Colline et toute personne qui se pose ces questions, c'est à contacter les opérateurs référents qu'on a cités, Forum et autres, ou à participer à des séances d'info. Pour le moment, ces structures proposent des séances d'info. Nous-mêmes, on en a proposé une la semaine passée avec InfoJeune. On en reproduit une a priori au mois de septembre. Mais donc voilà, il ne faut pas hésiter. Ce sont des experts du domaine qui sont à contacter à tout moment. D'accord. Ensuite, on a une question de Florence qui se demande, qui dit que les possibilités de stage, elles sont assez limitées en ce moment. Est-ce qu'il y a des conseils par rapport à ça ? Oui, je pense que les intervenants précédents l'ont évoqué, c'est sortir aussi de ce qui est visible. Dans le monde du travail, il y a toute une partie invisible et c'est souvent la plus grosse partie en fait. Et donc, c'est se dire, je ne vois pas d'offres ou je vois une partie des offres, mais ça ne veut pas dire que c'est la totalité des possibilités. Donc, surtout pour un stage, je peux de manière spontanée, ça c'est un autre canal, proposer une candidature de stage. La question derrière ça, c'est comment l'entreprise va me prendre en sécurité. C'est-à-dire quelle est la convention que je vais avoir, sachant que je ne suis plus étudiant ou étudiante. Mais là, il y a des accompagnements aussi, de par les structures qu'on a citées aussi précédemment, de par l'employeur. En tout cas, l'entreprise de stage, dans ce cas-ci, pourrait obtenir des conventions et mettre en place un processus. À l'international, c'est également possible. Donc, vous avez des conventions de stage, des financements proposés par toute une série d'opérateurs belges. Vous trouverez notamment l'information, on a déjà traduit l'information sur les foires aux questions sur le site du CIO. D'accord, alors ensuite on a une question de Julie qui se demande si c'est problématique de trouver un travail après être partie 1 an à l'étranger. Est-ce que c'est difficile ou pas ? Je dirais qu'a priori pas. C'est ce que Philippe disait, c'est après pouvoir traduire ça en termes de compétences dans un langage qui va intéresser ma future cible. Donc c'est toujours d'adapter dans la bonne langue, un peu comme les langues, comme le langage informatique, c'est une langue à acquérir. Et qu'est-ce que je vais dire à cet employeur ? Il se doute bien qu'il y a eu de l'autonomie, peut-être de l'apprentissage linguistique, ça c'est assez classique quand on part à l'étranger. Mais en même temps, c'est peut-être, si je l'ai fait tout en étant en période Covid, comment j'ai vécu ça à l'international, qu'est-ce qu'il y a d'autre à pouvoir en dire. Donc c'est mettre des mots aussi là-dessus, et on n'apprend pas toujours ça dans les études, loin de là. Donc pourquoi pas se faire accompagner. Et par rapport à ça, c'est d'apprendre de nouveaux langages et une manière de dire les choses pour que ce soit compris par la personne qui sera en face de nous lors de l'interview.
D'accord. Alors, on a encore une question d'Adèle, cette fois, qui se demande si on va continuer de recevoir les invitations aux ateliers que vous proposez, même après être diplômé. Ouais, donc merci pour cette question, Adèle, tout comme toutes les autres. Hein, mais c'est vrai que voilà, je suis diplômé de l'université. Est-ce que j'ai encore accès à ces services? En fait, ce sont des services permanents. Donc, même quand vous êtes diplômé, que ce soit les ateliers, que ce soit le Career Center qu'on a cité, bon, les infos sur le site web, elles sont accessibles sans aucune limitation, que ce soit les entretiens du CIO, ça reste accessible. Que vous redeveniez étudiant dans le futur, parce que ça aussi, le marché du travail invite de plus en plus à se former tout au long de la vie, à faire des allers-retours. Et c'est ça notamment que j'évoquais avec la question de comment gérer ces sphères de vie. Mais si vous ne revenez pas à l'université, ou du moins pas dans celle-ci, oui, ça restera accessible. Alors il y a une petite formalité, si vous ne l'avez pas fait, c'est de vous inscrire, donner vos coordonnées, en fait votre email privé si on veut, donner des coordonnées qui permettent de rester actif sur le portail si on vous demande des connexions, en tout cas avec autorisation. D'accord. Et alors la dernière question, en ce moment, il y a beaucoup de retours de personnes qui trouvent qu'ils ont le sentiment en fait de ne pas avoir totalement bouclé leur cycle de vie, enfin la diplomation en distance, en virtuel, etc. Est-ce que, comment on peut gérer en fait cette situation tout seul en fait maintenant Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a cette sensation un peu de dire, voilà, en plus, il n'y a pas eu de réunion pour ce diplôme, ou ça s'est fait comme j'ai pu le voir via écran interposé, c'est quand même pas, on perd de l'humain, c'est quand même pas la même chose, on n'a pas pu boucler quelque chose, donc c'est tout à fait normal de ressentir cela. Et donc pour la suite, comment je peux faire? Mais on l'a évoqué aussi, on peut être accompagné, que ce soit par le CIO, par d'autres acteurs de l'université qui pourraient être liés à votre propre faculté. Donc c'est des personnes à solliciter le moment venu, ça peut se faire en présentiel comme en distanciel. Et d'autres acteurs, on l'a évoqué, nous ne sommes pas les seules personnes qui vont intervenir, donc ça c'est aussi parfois de se dire le monde ne va pas se résumer à une seule rencontre. Mais c'est d'oser, je pense que tout universitaire a la capacité, c'est ce qu'il a développé pendant 5 ans, à apprendre, à être autonome. Donc en fait, vous avez tous les outils pour y aller et pour avancer dans ce schéma de vie, avec les situations aussi qu'on connaîtra peut-être dans le futur. Voilà, le marché, il s'impose à nous aussi parfois, on n'a pas décidé d'être confiné. Et donc comment je rebondis par rapport à ça? Mais je pense qu'il faut se faire, c'est autorisé de faire appel à des personnes sans aucun souci. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide dans tous les cas. Oui, de l'aide ou en tout cas du conseil, hein, ça peut être très... j'ai des personnes, en 20 minutes, entre guillemets, c'est réglé, parce que c'est une relecture de lettre de motivation de CV. On le fait en screencast en plus aujourd'hui, donc il n'y a même pas spécialement de rencontre. La personne m'envoie le CV le matin. En 20 minutes, je fais une vidéo de relecture en pseudo-direct, si on veut, et la personne l'écoute quand elle le souhaite. Ce qui amène parfois aussi d'autres questions et que les personnes se rendent compte, mais en fait, je ne suis pas au clair avec mes projets, je ne suis pas au clair avec mon orientation peut-être, et si j'ai fait autant d'années d'études et qu'à un moment, c'est plus la voie, parce qu'on change aussi, le monde change et nous-mêmes on change. J'ai souvent des diplômés qui ont fait même par exemple 6 ans de médecine, qui ne veulent plus être médecins au terme de ce qu'ils ont pu voir, de leur envie, du sens qu'ils veulent donner à leur vie, mais on sait se réorienter même avec peu importe la formation, sans pour autant faire des compléments de formation. Donc voilà, il y a pas mal d'opportunités, mais je pense que c'est bien d'en discuter dans tous les cas. Merci. Merci. Bon, merci Nicolas et Élise pour toutes les réponses à ces questions. Alors, on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire avec nos avant-derniers intervenants, donc Thierry Zins, que vous avez déjà vu en introduction, et Élise Serradioglou. Alors, vous êtes en charge des enquêtes menées post-diplôme auprès des jeunes diplômés. Alors, on se doute que les réponses aux questions de cette année seront un petit peu différentes que celles des années précédentes, mais vous vouliez quand même nous donner un petit retour sur les réponses que vous avez eues jusqu'à présent. Oui, voilà, parce qu'effectivement, il y a certains éléments qui vont rester un peu stables, on se doute qu'ils vont rester un peu stables malgré la crise. Donc, ce que montrent les enquêtes diplômées, c'est vraiment la valeur, la plus-value du diplôme universitaire. Disposer d'un diplôme, c'est vraiment un levier, un outil essentiel pour rentrer sur le marché de l'emploi. On a bien compris que ce n'était pas le seul, mais c'est quand même un des éléments mis en avant essentiellement, qui est principalement mis en avant par les employeurs.
ce qu'on constate dans les enquêtes précédentes, c'est qu'il y a plus de 90% des diplômés qui sont rémunérés 1 an et demi après la remise de leur diplôme. Donc c'est un chiffre très élevé. Et cette mise à l'emploi s'accompagne d'une grande satisfaction par rapport à la situation professionnelle. Un autre chiffre révélé par l'enquête, c'est que bien on a une grande satisfaction par rapport à la formation suivie, puisque près de 90% des diplômés se disent satisfaits, voire très satisfaits de la formation suivie à l'UC Louvain. Donc il y a d'une part le diplôme qui est largement valorisé sur le marché de l'emploi et aussi une grande satisfaction par rapport à la formation suivie, qui sont deux éléments qui dépendent peu du contexte et pour lesquels on risque d'avoir peu de variations dans les prochaines enquêtes. Alors ça, c'est pour les enquêtes qui ont été menées jusqu'à présent. La prochaine enquête va s'intéresser aux diplômés qui sont en train de sortir maintenant en 2020, donc qui sont sortis et qui sont en train de sortir maintenant. Et elle va s'intéresser également aux diplômés qui sont sortis en 2018 et qui donc étaient déjà à l'emploi dans ce contexte de crise. Et ce qu'on va pouvoir voir, c'est, vu la stabilité des résultats dans les enquêtes précédentes, on va vraiment pouvoir voir l'impact que va avoir le contexte actuel sur l'insertion socio-professionnelle. Que ce soit concernant le délai pour trouver un emploi, que ce soit concernant aussi le moment de la recherche d'emploi, parce qu'on va voir s'il y a un effet d'anticipation des futurs diplômés pour trouver un emploi, s'ils auront commencé à chercher plus tôt ou non. On va également voir une différence peut-être en termes de secteur, puisqu'on sait qu'il y a un impact différent du contexte sur les secteurs sur le marché de l'emploi. Et on sait que dans un contexte normal, il y a 50%, près de la moitié des diplômés décrochent leur emploi après moins de 2 mois de recherche. Okay. Et 80% décrochent leur emploi après moins de 6 mois de recherche. Donc ça, c'est dans le contexte normal. On va pouvoir voir dans les prochaines enquêtes comment ça va se passer. On va aussi pouvoir voir s'il y a un effet sur la formation continue, parce que de nouveau ici, les chiffres des enquêtes précédentes montrent que 45% des diplômés suivent une formation 1 an et demi après, dans l'année, on va dire, qui suit leur Master 120. Donc, c'est de nouveau un chiffre assez élevé. On verra si ce chiffre va augmenter ou non, ou si ça va être une stratégie, quelque part, de suivre une formation complémentaire pour repousser un peu l'entrée sur le marché de l'emploi, ou si ça va permettre de se différencier en rajoutant une ligne sur son CV. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir voir. Et puis, un autre élément auquel je pense, ça va être la mobilité professionnelle. Pour les diplômés qui étaient déjà à l'emploi au moment d'ici du contexte qui ont vécu donc le contexte de crise en étant déjà à l'emploi ou sur le marché de l'emploi, c'est de voir finalement si on va avoir une plus grande mobilité professionnelle, voir s'il y a un plus grand changement d'employeur, changement de fonction, changement de secteur, à la fois parce que le marché de l'emploi va être modifié vu le contexte, mais aussi parce que la crise et le vécu du confinement vont peut-être aussi modifier les aspirations des personnes qui sont sur le marché de l'emploi. Voilà, donc il y a d'autres éléments pour lesquels on verra s'il y a une variation ou non, mais voilà déjà quelques pistes et on pourra traiter ces questions à la fois pour les diplômés qui vont nouvellement diplômés et sur ceux qui étaient déjà à l'emploi. Et où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces infos ? Ces informations, donc, sont des informations qui seront reprises de version assez synthétique sur le portail de l'UC Louvain. Elles sont disponibles et alors qui seront relayées sans doute sur les réseaux sociaux également. Ok, voilà. Merci. Et vous, Thierry, vous vouliez aussi réagir un peu par rapport à ça ? Je voulais mettre les choses en perspective. Je pense que les enquêtes qui sont menées par Élise et toute l'équipe qui travaille autour d'elle confortent les initiatives qui sont prises par l'université pour accompagner ces étudiants, ces futurs étudiants et ces jeunes diplômés. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que je dirais aux jeunes qui sortent cette année, soyez confiants dans l'avenir, présentez-vous de façon originale et revenez vers nous si vous avez besoin de notre aide. Eh bien, merci à tous les deux. Alors voilà, c'est déjà la fin de ce séminaire. Alors pour le petit mot de la fin, on accueille Philippe Ilixman, qui est, attention au micro, qui est le vice-recteur des affaires étudiantes. Alors, il arrive. Donc, on vous attend pour le petit mot de la fin. Eh bien, donc, merci pour ce webinaire. Merci aussi pour toutes les participantes et tous les participants à ce webinaire. Je pense que c'était pour eux une expérience assez intéressante. Je voudrais juste ajouter un élément par rapport... Donc, on a beaucoup parlé on a fait le focus sur les entreprises. Je pense qu'il y a aussi d'autres secteurs dans lesquels nos diplômés peuvent trouver un emploi. C'est le secteur de l'enseignement.
c'est le secteur du non-marchand, c'est tout l'associatif. Ce sont des secteurs dans lesquels nous avons également beaucoup de diplômés qui ont trouvé un emploi stable et un emploi durable. Alors, quelques éléments aussi sur lesquels moi j'aime beaucoup assister auprès des diplômés, c'est le fait que ils doivent, et ça a été dit, mais c'est un autre verbe, c'est d'autres verbes qui ont été utilisés, il faut oser. Et je dirais même plus, il faut oser. Et s'ils n'osent pas dans la vie, s'ils n'osent pas dans leur vie professionnelle, je pense qu'ils n'auront pas une carrière telle qu'ils souhaiteraient l'obtenir. Et alors il y a ces éléments-là. Et aussi, ne pas hésiter également à utiliser toute une série de soft skills qu'ils ont développés, qu'ils ont acquis durant leurs études, mais sans qu'ils en soient nécessairement conscients. Je vais donner 2 exemples. C'est tout d'abord la capacité de synthèse et d'analyse. Ce sont des capacités qu'ils ont développées durant dans les cours, mais dont ils n'ont pas nécessairement conscience et qu'ils doivent utiliser, qu'ils doivent implémenter dans leur CV. Une autre capacité, ça concerne toutes les compétences rédactionnelles. Lorsque les étudiantes et les étudiants rédigent des travaux de groupe, par exemple, eh bien, ce sont des compétences qu'ils peuvent également valoriser dans l'emploi. Et alors, je voudrais terminer peut-être par le plus important, c'est que les diplômés de l'UC Louvain, ils doivent surtout être heureux et heureux dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée. Ça, c'est un très joli mot de la fin. Eh bien, merci à tous, merci aux intervenants, merci aux équipes techniques et merci à tous ceux qui ont organisé ce webinaire super bien, dans un temps record. Donc voilà, alors si vous voulez le revoir, il va être bientôt mis en ligne. Et si vous avez aussi des questions, vous pouvez retrouver tout ça sur le site www.uclouvain/eureka. Merci, à bientôt.